Mardi, les députés ont voté en faveur de l'accord commercial CETA, un texte très controversé soumis au vote, alors même que la majorité exhibait la mascotte mineure de l'écologie, Greta Thunberg, devant la représentation nationale. 2 ans après l'arrivée aux manettes d'Emmanuel Macron, la jeune garde qui a participé à sa victoire est bien intégrée aux arcanes du pouvoir. Une équipe en rang serré qui pèse considérablement dans le dispositif En Marche. Nouvelle flambée des prix à la pompe. En cette période de départ en vacances, les prix des carburants dans les stations françaises ont enregistré une nouvelle hausse. Une mauvaise nouvelle pour le portefeuille des vacanciers. Madame, Monsieur, bonsoir. L'accord économique et commercial global, le CETA, voté par les députés français. Si le résultat laissait peu de suspense, le sujet aura beaucoup divisé et aura surtout été l'occasion d'une grande manipulation médiatico-politique. Venue de l'égérie écolo-médiatique, Greta Thunberg à l'Assemblée vote pour le CETA et canicule. La journée de mardi aura montré toutes les contradictions et la capacité de manipulation de la majorité En Marche. L'accord économique et commercial global avec le Canada, le CETA, a donc bel et bien été voté à la Chambre basse avec 229 membres sur 304 du groupe de la majorité qui ont voté pour. Côté LR, un seul député a voté en faveur du texte, à savoir Constance Le Grip. Les UDI et indépendants se sont de leur côté divisés sur le sujet. Le PS a voté en bloc contre, tout comme les communistes, la France Insoumise et presque tous les non-inscrits. Un vote sans trop de surprise, mais un climat de manipulation et un niveau de supercherie politique exceptionnel, avec, devant et dans le Palais Bourbon, des ados en pleine puberté qui font la loi auprès des journalistes. Dire maintenant, il y a des erreurs qui ont été faites, il y a des choses qu'on aurait pu amener qui n'ont pas été amenées. Maintenant, on a une occasion de prendre la parole. Est-ce que il n'y a que la caméra d'Arte là, donc ok. voilà, tu dis pas vous n'importe êtes quoi. Radio. Désolé, là, il faut qu'on prenne un point pour nous. On pourra vous envoyer des jeunes pour discuter, mais là, on voudrait qu'il n'y ait pas de caméra. Des ados en vacances et qui attendent le mois d'août pour partir à l'autre bout du monde en avion avec papa, maman, mais aussi des manifestants qui sentent bon l'altermondialiste, moitié antifa, moitié baby-boomer retraité. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Anticapitaliste, anticapitaliste, pour bloquer le pays. Macron fait la guerre, mais sa police aussi. Mais on reste de terre pour bloquer le pays. Macron fait la guerre, mais sa police aussi. Les vieilles incantations d'une certaine extrême gauche tout à fait cocu qui dénonce l'incohérence de vouloir le capitalisme et l'écologie, mais qui propose de son côté l'international et le local. Donc voilà, on est là aujourd'hui pour Greta et contre le CETA. Des discours qui tapent parfois dans le mille, mais qui tombent bien souvent dans la caricature. Si on veut sauver la planète, il faut pas arrêter tous les échanges, mais il faut les limiter. Et avec Bolsonaro et Trump, on est mal barré, quoi. Il faut vraiment qu'on arrête ces criminels au pouvoir dans le monde qui mettent en danger toute l'humanité et la biodiversité et la nature. Fridays for Future et Youth for Climate. Nous sommes avec vous. All together, we can save the climate, humanity and the biodiversity. Hold on, brothers and sisters, don't give up. The fight goes on. Révolution. Révolution. Une poignée de manifestants devant l'Assemblée et quelques jeunes favorisés qui prennent la parole dans et en dehors de l'Assemblée. Parmi eux, Marie Chureau de Youth for Climate, une sombre organisation qui ne représente que ses porte-paroles et qui sent bon la propagande jeuniste à la sauce idiot-utile du macronisme. Loin de s'inscrire en rébellion contre l'ordre établi, ces premiers de classe qui participent aux échanges parlementaires sont même souvent pour un renforcement du pouvoir politique. Leur faire comprendre qu'en fait, même si les citoyens font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de lutter contre le dérèglement climatique, à un moment donné, on a besoin des pouvoirs publics pour avancer et on a besoin qu'ils prennent de vraies mesures fortes pour lutter contre cette crise climatique. Des révolutionnaires en herbe qui ont tous des petits protégés de CSP+, et qui s'encanaillent, mais là encore dans la limite du raisonnable. Youth for Climate, on a bloqué l'Elysée pendant 6h30 et on a aussi bloqué un McDonald's. Et donc, Mais numériquement, que pèsent ces groupuscules? Tout au plus quelques dizaines de boutonneux manipulés et qui désirent se montrer devant les caméras. Eux-mêmes ne connaissent pas vraiment la structure dans laquelle ils végètent. Mais Youth for Climate, on est au moins peut-être 150-200 jeunes, voilà.
Des jeunes Français qui ont répondu aux journalistes, mais surtout une petite Suédoise qui a retenu toute l'attention, la fameuse Greta Thunberg, dont il est interdit de dire du mal. Cette dernière est arrivée telle une star de rock'n'roll entourée des officiels français. Reculez, s'il vous plaît. Sur la route. Reculez, s'il vous plaît. Sûr. Une communication sensationnelle qui n'élève pas le débat et une jeunesse vendue médiatiquement et politiquement comme militante et qui aura bien servi la cause de la clique au pouvoir. Comme souvent, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron aux manettes, tout est dans l'image, comme en atteste aussi le secrétaire d'État auprès du ministre de l'écologie, Emmanuel Vargon, en démonstration de langue de bois. C'était un échange intéressant et c'est bien que ça ait eu lieu. Moi, je remercie Mathieu Orphelin et les organisateurs. Elle a un message très fort qui est l'urgence est là, c'est le temps de l'action. Et je crois que c'est ça que nous entendons tous. Les jeunes nous disent, c'est à vous de trouver des réponses à une situation qui est une situation d'urgence. Une urgence climatique qui ne fait cependant pas oublier les gros contrats du CETA. Mais à en croire le ministre, cela n'a rien à voir. Le CETA est aussi une tentative de mettre le climat et la biodiversité dans les accords commerciaux, mais ce n'était pas l'objet. Côté opposition, comme souvent, c'est la gauche qui est la plus à l'aise sur la question écologique. Olivier Faure, patron du PS et opposé au CETA, refuse le « en même temps » du gouvernement qui consiste à dire vouloir mener des politiques écologiques et ratifier un traité intrinsèquement anti-écologie. On est dans une situation où il nous est demandé à nous, c'est ce que nous dit la jeune génération, est-ce que vous allez enfin mettre en accord vos propos avec vos actes? Est-ce que vous êtes dans le « en même temps, je vous dis quelque chose et en même temps, je fais le contraire » ou est-ce que vous êtes dans la cohérence? Eh bien, je souhaite que nous soyons tous dans la cohérence. Même son de cloche du côté d'Alexis Corbière de la France Insoumise, une sortie qui ne manque pas de piquant et qui s'inscrit dans une démarche politique cohérente, eu égard au mois de mobilisation des Gilets jaunes, de demande de référendum. Parfois un peu de langue de bois, et même de la part des jeunes. Moi, nos convictions à nous, elle est claire, il faut voter contre le CETA, on peut pas... C'est Greta ou CETA, il faut choisir, d'un certain point de vue, par rapport à ce qu'elle symbolise. C'est un traité de libre-échange, c'est le grand déménagement de la planète. Voilà, bon, certains ministres étaient venus pour faire beaucoup de démagogie, dire les jeunes vous êtes formidables, vous nous donnez l'espoir, mais enfin on va mener une politique qui est contre ce que vous dites, ça c'est dommage. Au nom de mon groupe, j'ai déjà demandé un référendum, que les Français se prononcent sur ce traité qui va impacter leur vie. Ça ne peut pas être dans le dos des Français des grandes décisions comme ça. Redonner la parole au peuple, c'est important. La France Insoumise aura mis le paquet sur la question en n'oubliant pas les fondamentaux de leur famille politique. Et disons-nous les choses, et c'est peut-être l'aspect le moins consensuel, des changements qui vont contraindre un certain nombre d'intérêts particuliers. Enfin, rendez-vous compte d'une chose, c'est que ces intérêts particuliers, ces grandes puissances, ces lobbies qui agissent dans le sens contraire de ce qu'il faudrait faire, ne vont pas nous sauter dans les bras parce que nous aurions de bons diagnostics. Si je devais résumer les choses à grands traits, dans la période, face à un changement climatique qui va avoir notamment pour effet la montée des eaux, si vous êtes un bon capitaliste, vous ne vous occupez pas du changement climatique, vous investissez dans les gilets de sauvetage, parce que l'action va sûrement monter. Un député qui aura su pointer du doigt l'ironie de cette journée faite de jeunesse superstar et de beaux discours pour sauver la planète, mais aussi du vote d'un accord qui fait la promotion d'un mode d'échange anti-écologique. Et alors l'ironie de la situation, c'est, vous le voyez bien, parce que vous êtes ici sous la canicule, c'est que leur intervention a lieu le jour où, une fois de plus, on mesure les conséquences directes du changement climatique dans notre quotidien. La canicule en est l'un des effets, l'un des symptômes. Mais qui plus est, le jour où, par l'effet d'un report de vote, nous votons cet après-midi précisément un traité qui est absolument contraire à toutes les préconisations scientifiques, en ce sens qu'il poursuit le grand déménagement du monde. Je parle du traité CETA. Adrien Quatennens a d'ailleurs cru ou voulu croire un instant qu'un rejet du texte était possible. Si j'en crois les applaudissements nourris dans la salle lors de l'intervention notamment de Greta Thunberg, je pense qu'elle ne peut pas être sans effet. Il doit forcément y avoir une prise de conscience, je veux le croire, dans les rangs de la majorité. Et je vois mal comment une telle intervention avec un tel consensus mesurable à l'applaudimètre ne pourrait pas être suivie derrière d'effets au sein de l'hémicycle cet après-midi. Sinon c'est à plus rien y comprendre, sinon que tout cela est un vaste théâtre en papier crépon qui peut s'effondrer à tout moment. Mais si ici c'est le lieu de la force des convictions, alors je vois mal comment une telle intervention ne pourrait pas être suivie d'effets. Une assemblée en forme de vaste théâtre prêt à s'effondrer. Au moins, le vote anti-écologique et libre-échangiste du CETA aura eu pour mérite de faire comprendre à certains les limites de l'action parlementaire, quand bien même celle-ci est menée avec sérieux. En plus de ce vote contradictoire avec les beaux discours sur l'environnement, la vie parlementaire française s'est un peu plus enfoncée dans la politique spectacle avec une mise en scène ridicule d'enfants manipulés.
Qui dirige la France si les arcanes du pouvoir ont toujours été suscité un vif intérêt mélangé à de la suspicion du grand public? L'entourage de l'actuel président ne déroge pas à la règle et se compose notamment de jeunes loups dont le destin a été bouleversé en seulement une décennie. Aux portes du pouvoir il y a un peu plus de 10 ans et désormais au sommet de l'État, c'est le fabuleux destin de la garde rapprochée du président Macron. Des jeunes proches collaborateurs de l'actuel président de la République ont en effet participé à l'aventure des primaires socialistes côté Dominique Strauss-Kahn en 2006, avant une petite traversée du désert et un retour discret mais efficace sur la scène politique auprès de l'actuel président du temps de son passage par Bercy. Cette équipée, nommée la bande de la planche en référence à la rue où ils se sont retrouvés pour tenter de lancer la candidature DSK dans le 7e arrondissement de la capitale, constitue ce que d'aucuns appelleraient le premier cercle de la Macronie, son canal historique. L'âge de ces personnages varie de 32 à 47 ans. En cela, il convient d'affirmer que l'arrivée d'En Marche aura constitué un réel renouvellement générationnel, à défaut de consacrer un bouleversement idéologique. Parmi cette joyeuse bande, on retrouve des ministres, Julien Denormandie à la ville et au logement, Cédric O, secrétaire d'État au numérique, Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé ou encore la désormais célèbre Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole très bavarde du gouvernement. À ceci s'ajoute un conseiller passé par l'Élysée, Ismaël Emelien, Jean-Marie Girier, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, et Sylvain Faure, qui écrivit un temps les discours présidentiels. Et enfin, Stanislas Guerini, patron officiel de La République En Marche, et Benjamin Griveaux, candidat désigné officiellement par une commission pour ravir la capitale à Anne Hidalgo. Au sein de l'équipe, des profils CSP+, déjà insérés dans le marché de l'emploi ou encore à Sciences Po ou HEC, avec un point commun, une certaine forme de rejet de la gauche socialiste ancienne version et une attirance vers les milieux d'affaires, comprendre une gauche dite moderne, celle que DSK avait essayé en vain de proposer aux militants du PS, probablement un peu trop tôt. Une gauche faite de capitalisme financier et de progressisme libéral sociétal, qui pourra éclore finalement en 2017 avec la candidature Macron, bête hybride faite de la haute administration, d'un peu de banque, de François Hollande et de pas mal d'ambition. Mais cette garde rapprochée du macronisme n'a pas toujours connu le succès qui est le sien aujourd'hui. Du temps de leur épopée strauss-kahnienne, ils se cantonnaient à servir de petites mains. Après l'échec de Dominique Strauss-Kahn, certains poursuivront dans la politique quand d'autres feront un passage dans le privé, mais tous garderont contact et auront des occasions de se retrouver comme lors des universités d'été du PS à La Rochelle ou, plus tragiquement, à la faveur du décès de l'un d'entre eux, le plus âgé, Olivier Ferrand, député socialiste, mort en 2012 à l'âge de 42 ans. Armée de patience, la bande de la planche saura saisir l'opportunité Macron quand le fruit sera assez mûr, prêt à balayer un PS ringardisé et auquel ils ne se sont jamais attachés, et à une droite déboussolée sur laquelle ils n'ont jamais vraiment compté. Leur retour sera progressif et varié selon les profils. Certains pointeront rapidement le bout de leur nez sous François Hollande à travers des structures comme la très progressiste Fondation Jean Jaurès. D'autres échafauderont directement avec le futur président son plan d'attaque. Futur président qui annoncera sa candidature 10 ans jour pour jour après l'échec de Dominique Strauss-Kahn. La campagne interne au groupe de fidèles aura débuté un an avant, en 2015, avec Benjamin Griveaux et Stanislas Guerini à la manœuvre. Très vite, cette start-up politique faite de marketing moderne prend forme. Son ascension ne s'arrêtera plus et les ralliements ne cesseront pas non plus. Ces marcheurs de la première heure, dont la journaliste du Figaro Mathilde Sirot raconte l'histoire, sont consubstantiels au produit Macron et lui seraient d'une loyauté sans faille. Mais la garde rapprochée susciterait aussi de nombreuses jalousies dans l'entourage présidentiel. Ces jeunes loups, très parisiens et qui n'auraient que peu de relais sur le territoire, n'ont selon leurs détracteurs aucune colonne vertébrale idéologique, une absence de structure idéologique qui n'empêche pas de réussir dans une arène politique où la communication a plus que jamais pris le dessus sur les idées. Face à eux, pas grand-chose, si ce n'est des électrons libres venus de droite et au réseau peu utile dans la sphère Macron, ou des éléments de gauche qui peinent à jouer des coudes après la déroute socialiste. Un groupe a cependant émergé, de ce côté, la bande de Poitiers, des anciens du MJS et de l'UNEF, élus députés LREM et qui souhaiteraient peser plus dans la majorité. Ces derniers ont même tenté un coup de force en novembre 2018 pour ravir la délégation générale du parti présidentiel. Mais le réseau des jeunes loups de la première heure, Griveaux en tête, s'est interposé et a défendu la candidature Guerini, qu'il a finalement emportée.
Reste à savoir jusqu'où iront ces champions du macronisme. Déjà largement rassasié dans son désir de pouvoir, difficile de savoir comment évoluera la meute après 2022, car la bande de la planche a toujours un coup d'avance et prépare déjà le prochain scrutin présidentiel. Un coup d'avance au service du patron, mais jusqu'à quand ? Parmi les jeunes loups, le candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, serait le plus ambitieux et envisagerait même un avenir présidentiel pour lequel la mairie de Paris pourrait s'avérer un bon tremplin. Mauvaise nouvelle pour les vacanciers, les prix de l'essence ont augmenté en cette période de départ. Les tarifs à la pompe continuent de s'envoler pour dépasser la barre des 1,50 € le litre, une flambée qui s'explique notamment par la crise irano-états-unienne. Thibaut Bastide. Préparez la monnaie, le carburant va vous coûter plus cher. Alors que des millions de Français sont ou vont partir en vacances avec leur véhicule, c'est une bien mauvaise nouvelle qui les attend lors de leur passage à la station-service. En effet, en cette période estivale, l'État profite de l'occasion pour laisser le prix des carburants s'envoler. Cependant, la facture des automobilistes s'en fait largement ressentir. Ainsi, les carburants sont plus chers de 2 à 3 centimes du litre en moyenne. C'est le cas du gasoil, le carburant le plus vendu en France avec 80% des volumes écoulés dans les stations-service. Le litre revient à 1,42 €, soit une hausse de 1,93 centimes par rapport au dernier relevé. En ce qui concerne le samplon 95, le constat est le même. Le litre est vendu en moyenne 1,52 €, un prix en augmentation de 2,89 centimes. Si on est encore loin des tarifs records atteints en août 2012 pour le samplon avec un prix moyen d'1,65 €, le gasoil, lui, explose les compteurs avec une augmentation de près de 19 centimes en un an. La raison donnée pour expliquer ces augmentations, la hausse des cours du pétrole. Celle-ci serait notamment due aux tensions entre l'Iran et la Grande-Bretagne, mais aussi à une baisse des productions de la part des Russes et des Américains. Résultat, le prix du baril de pétrole a augmenté de près de 10 $ en un mois. À ces explications géopolitiques s'ajoutent d'autres pistes d'explication. En effet, si Paris est sans surprise la ville où le carburant est le plus cher, les départements peu peuplés payent plus que les métropoles. En cause, la raréfaction des stations-service, donc moins de concurrence et plus de profits potentiels. De fait, à ce petit jeu, tout le monde y trouve son compte. L'État, les entreprises pétrolières et les propriétaires des stations-service. Tous, sauf les automobilistes déjà pris en étau par la multiplication des contrôles radars et des normes imposées pour renflouer les caisses. Si pour le moment, les Français pensent avant tout à leurs vacances estivales, nul doute qu'ils sauront exprimer leur mécontentement en cas de nouvelle hausse, alors que les prix n'ont pas connu de baisse sensible depuis le début de l'année. Et ce, alors même que la taxe sur le carburant et l'augmentation globale des prix avaient précipité la crise des Gilets jaunes, une fronde populaire qui avait fait reculer le gouvernement au moins quelques mois. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Floriane Janin. Haut les mains, dans la nuit de samedi à dimanche, l'ancien ministre de l'économie et actuel PDG d'Atos, Thierry Breton, a été victime avec sa femme d'un braquage musclé à son domicile. Réveillés par le bruit, ils ont été molestés et menacés d'un revolver par les cambrioleurs. Le couple a dû leur remettre un bracelet en diamant d'une valeur de 50 000 € et de l'argent liquide. Ils ont ensuite été séquestrés dans les toilettes avant que les voleurs ne prennent la fuite. Une enquête menée par la police judiciaire de Paris est en cours. Le groupe japonais Nissan prêt à licencier 10 000 de ses employés dans le monde. Décidément, le constructeur ne va pas bien. En plus de ses mauvais résultats et du feuilleton judiciaire avec Carlos Ghosn, son nouveau PDG de Nissan envisagerait désormais de réduire drastiquement les dépenses afin de relancer la machine. L'éviction de Carlos Ghosn peut à présent être lue différemment. Jean-Luc Mélenchon en vacances au Mexique. Le leader insoumis s'est rendu à la frontière américano-mexicaine pour donner son avis sur la construction du mur de Donald Trump. Le député français a ainsi fait profiter de son aisance en espagnol. No se puede tratar un hecho de esta naturaleza, de tal amplitud, con métodos tan bárbaros y tan estúpidos, fundamentalmente, que construir un muro pensando que la gente no van a pasar, porque van a pasar. Cayó el muro de Berlín y se levantaron 15 muros. En este mundo circulan libremente la mercancía, pero no los seres humanos.
Pas avare de contradictions, le chef de file LFI, proche idéologiquement des communistes, a donc évoqué le mur de Berlin pour s'attaquer au mur de Trump. Reste que sa dénonciation du paradoxe d'un monde où circulent librement les marchandises mais pas les êtres humains a de quoi donner à réfléchir. Jean-Marie Le Pen se dit en faveur de la procréation médicalement assistée dite pour toutes, alors que le projet de loi bioéthique était évoqué ce mercredi en Conseil des ministres. L'ancienne personnalité politique et fondateur du Front National a surpris son monde depuis sa retraite dorée en affirmant que le recours à ce gadget sociétal pourrait permettre à l'Europe de se défendre contre l'invasion migratoire. Habitué aux provocations en tout genre, l'ancien député s'offre ainsi un petit rayon de soleil médiatique, lui qui n'a plus trop l'occasion de faire parler de lui. Heureuse nouvelle au zoo de Beauval, après 15 mois passés dans le ventre de sa mère, un petit girafon a vu le jour. Il s'agit d'une femelle prénommée Kimia et qui pèse déjà 56 kg et mesure 1,60 m. Cette naissance est assez exceptionnelle puisqu'il s'agit de la première mise bas de girafon dans le parc zoologique français. Une bonne nouvelle également pour cette espèce de girafe puisqu'elle est classée en risque d'extinction sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Dans un instant, notre Zoom du jour avec Charles Saint-Pro, docteur en sciences politiques et directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris. Dans son livre Mohamed VI ou la monarchie visionnaire, il brosse le portrait de ce souverain marocain. Le Maroc est pour la France l'allié indispensable et qu'il faut se féliciter d'avoir cet allié parce qu'au sud de la Méditerranée, le Maroc est quand même le seul pays stable et le seul pays qui est émergent. D'ailleurs, une agence internationale vient de classer le Maroc comme premier pays émergent d'Afrique, mais on s'aperçoit qu'il n'y en a pas aucun autre derrière, quoi. Donc, nous avons tout intérêt. La locomotive de l'Afrique. C'est la locomotive de l'Afrique, c'est la locomotive du dialogue avec les pays européens, parce que le Maroc est à 12 km de l'Europe par le détroit de Gibraltar. C'est aussi un acteur important dans le monde arabe, parce que le roi est président du comité Al-Quds sur Jérusalem. Et sa voix est entendue. Et donc, pour la France, le Maroc est l'État indispensable, le partenaire indispensable. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz, Mes libertés politiques avec François Biot de Lochner. Mais c'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. La fameuse limitation à 80 à l'heure vient de fêter sa première année et j'ai aucune envie d'entrer dans le débat technique. On se doute bien de ce qu'en pensent les Campagnolais. Non, je voulais simplement montrer ou rappeler à quel point il s'agit d'un désastre psychologique. D'abord parce qu'il a ancré l'idée déjà très présente dans les esprits que l'État est l'ennemi des petites gens, comme on vient encore de le voir avec ces mesures de restriction de circulation qui s'appliquent uniquement aux voitures de pauvres, alors que les pauvres peuvent voir tous les jours des gens qui travaillent avec la région, le département, un cabinet d'études, etc., une association, circuler en 4x4 flambant neuf. Alors une fois de plus, la loi a bougé pour rendre les gens hors la loi, et quand les gens se retrouvent hors la loi sans avoir rien fait, généralement c'est là qu'ils commencent à faire quelque chose. Le nombre de radars endommagés, par exemple, est la traduction directe de ce principe. Et les chaînes spécialisées dans le cirage de souliers ministériels ont beau vous expliquer que tout est rentré dans l'ordre, dans la région de Campagnol, plus aucun radar ne fonctionne et l'ordre injuste qui avait été instauré ne s'applique plus, tout simplement. Dans un pays de campagne où les gens sont des chasseurs souvent équipés de lunettes de vision nocturne pour savoir où passe le gibier,
Il est extrêmement facile et rentable de neutraliser un radar et dans la plaine à 100 km de Campagnole, les radars sont carrément aspergés d'essence, brûlés en hiver et où en été ils sont emmaillotés de sacs poubelles scotchés comme des momies et tout le monde, c'est-à-dire 98% des habitants de notre région sont convaincus que c'est de la légitime défense. Dont moi d'ailleurs. Donc le problème n'est pas de savoir si le 80 a épargné des vies ou économisé du carburant, le problème c'est ce qu'il nous dit du rapport entre le peuple et la loi. On nous répond, mais en démocratie, le peuple fait la loi. Eh bien, visiblement non. Dans notre démocratie, la loi est votée par les gens des villes contre ceux des campagnes et parfois par les riches des villes contre les pauvres des villes. Un tiers des gens n'ont pas voté aux législatives parce qu'elles n'étaient pas proportionnelles, sans parler de ceux qui ne sont pas inscrits parce qu'ils sont en déplacement permanent et dont l'opinion n'est jamais prise en compte. Ils ne votent plus, mais ils y pensent quand même. Donc quand on voit avec quelle insistance les chaînes de la TNT qui font de l'information continue nous montrent des gilets jaunes clairsemés jusqu'au début du mois de juillet, histoire de vous dire, vous voyez bien, ouf, c'est fini, eh bien vous pouvez être certain que c'est le contraire. Gustave, qui voit les choses en prophète et en sociologue, dit volontiers, les gens sont retournés dans leur famille, ou ce qu'il en reste, dans leur camping ou dans leur bungalow, pour mettre au point un plan de bataille pour l'automne. J'ai déjà entendu des Toulousains au village, tu sais, ceux de la Source là-bas, dire qu'ils vont inviter ici les gens de leur collectif à dormir dans leur camping-car. Je ne sais pas de quel collectif il s'agit, mais ça m'étonnerait qu'ils soient en train de définir une stratégie pour ramasser les champignons. Abonnez-vous, merci. Vous avez certainement entendu parler de 50 nuances de Grey, le roman porno-érotique écrit par Madame James, Jam en français. Ce chef-d'œuvre littéraire était destiné à donner à la femme libérée des années 2010 les frissons de la passion et du sexe bon marché, dans un savant mélange de fleurs bleues et de sadomasochisme. Il s'agit du récit scabreux des amours d'une certaine Anastasia Steele et d'un certain Christian Grey, dilués dans une trilogie dont 150 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde. Une œuvre littéraire, enfin, c'est un bien grand mot, un texte dont la nullité absolue de l'écriture le dispute à l'immoralité totale de l'intrigue et des personnages. Eh bien, notre auteur a compris qu'il y avait là un filon très juteux et il vient de remettre ça avec une nouvelle... Bon, appelons ça création. Une nouvelle création, simplement appelée « Monsieur ». En fait de création, il s'agit d'une sorte de variation pathétique sur le thème de Cendrillon ou de Pretty Woman. Un type plein aux as, Maxime, censé être un séducteur irrésistible, mais en fait uniquement préoccupé par son entrejambe, fricote avec Alessia, immigré albanais sans papier et femme de ménage. Les scènes de sexe ne suffisent pas à faire vendre, il faut bien faire un peu d'ange social, voyez-vous. Eh bien, ce chef-d'œuvre, qui rivalise avec les plus belles pages de Roméo et Juliette ou de Tristan et Iseult, eh bien, dans ce chef-d'œuvre, il est question d'intrigues passionnantes autour de poubelles, de piles de vaisselle et de préservatifs usagés. Non, malheureusement, je ne blague pas. Et d'argent, de beaucoup d'argent. Maxime a plein d'argent. C'est ce qui rend sa condition si fun. Tout est plus simple avec un compte en banque bien rempli. C'est d'ailleurs ce qu'a bien compris l'auteur de ce torchon qui espère bien pulvériser les records de vente. Je cite « La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Contrairement à ce que dit Mallarmé, dispensons-nous de lire tous les livres de Madame Jam, James en anglais. Nous ferons des économies de temps, d'argent, de laideur et de vice. » Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.